Chapitre 2. Un éclair violet zébra un ciel étranglé de nuages et éclaira d'une toux lumineuse et violente la nuit perpétuelle qui obscurcissait cette grande ville. Les 11 tours massives ponctuant les remparts de la cité fortifiée d'Aleth furent nettement visibles l'espace d'un instant et, en son centre, les maisons apparurent avec leurs toits en ardoise, leurs murs de granit, leurs cheminées fumantes et peut-être juste un peu plus de tavernes que nécessaire. Des éclairs d'origine magique illuminaient par intermittence cette ville de garnison très cosmopolite. Elle accueillait des troupes du monde entier. Toutes les espèces s'y côtoyaient en provenance de chacun des 3 continents. Il y avait certes une majorité de peuples venant d'Europe, mais aussi de Cham et d'Asia. Toutefois, ces 2 derniers continents consacraient davantage de leurs ressources à leur marine, car une attaque par l'océan était toujours possible, quoique peu probable. Cela faisait 160 ans que les armées des Tartares attendaient une contre-offensive des forces de l'Élysée. Historiquement, les conflits avaient lieu tous les 40 ans, à tel point qu'on parlait de cycles pour désigner ces périodes encadrées de déclenchement de guerre. Toutefois, ces derniers siècles avaient vu un changement majeur. C'était le 4e cycle consécutif sans rien, du jamais vu dans l'histoire de la Terre qui voyait s'affronter les 2 belligérants depuis des siècles. Il n'y avait pas de créatures bonnes ou méchantes, seulement un conflit racial et culturel opposant des coalitions d'espèces. La stupidité et la folie étaient bien distribuées entre les 2 camps, avec un net avantage dans ce domaine aux forces de l'Élysée, dirigées par l'archange. Ce camp manquait de tolérance. En cela, le monde des Tartares, envahi de créatures effrayantes, gouverné actuellement par le magistère, était bien plus vivable. Même si tout était loin d'être parfait, la coexistence interespèces était une des règles fondamentales, là où les Élyséens ne prônaient que l'épuration ethnique. La dernière guerre s'était finie en ces lieux, avec le repli des forces élyséennes. Elle s'était conclue par la mort du géant des glaces Ymir. Son corps avait donné naissance à une chaîne de basses montagnes enneigées éternellement. Un désert de glace, en ces contrées autrefois verdoyantes, s'était propagé. Après ce dernier conflit en date, les expéditions et les éclaireurs des Tartares envoyés plus au nord n'avaient trouvé aucune position ennemie, à peine quelques villages de pêcheurs, à tel point que les stratèges du magistère commençaient à se demander s'ils n'avaient pas frappé trop fort 4 cycles plus tôt. Il restait la possibilité que les forces de l'Élysée se fussent réfugiées, bien plus au nord, dans une contrée aussi froide que peu hospitalière, et dans laquelle ils auraient eu vite fait de décliner. La citadelle d'Aleth était située sur la ligne de front, construite tout le long des territoires faisant face à l'océan de glace. Cette place forte était un des 5 verrous du magistère pour la défense du continent d'Europe en cas d'attaque terrestre. Ses murailles étaient réputées imprenables, mais elles n'avaient toutefois jamais été mises à l'épreuve. Un autre éclair retentit, et il n'y eut pas non plus de bruit. C'était un orage d'origine magnético-magique, purement pratique, mis en place par les échevins de la ville pour aider les créatures non douées de la capacité à voir la nuit, à se déplacer si leur feu follet se consumait, ou leurs orbes phosphorescents s'éteignaient. Tout ce qui était feu ou lumière artificielle agressive était bien évidemment prohibé pour éviter les incendies. Seules quelques rares exceptions subsistaient, en particulier les êtres possédant des affinités pyromanciennes. Ce n'était pas rare car la discipline militaire n'était plus ce qu'elle était 160 ans plus tôt, lorsque cette forteresse avait été construite. Les troupes travaillaient désormais l'essentiel de leur endurance en beuveries rocambolesques, d'où le nombre anormal de lieux de débauche pour une cité de cette importance. Une douce musique s'éleva dans l'air au-dessus de l'une des multiples tavernes, brisant le silence étouffant de la neige qui tombait sur la ville. La mélodie dégageait un parfum puissant de mélancolie et de nostalgie, apaisante et vibrante à la fois, elle réveillait le mal du pays. Une fée lyre, malheureuse, venait d'être vendue par le tenancier du bar et était parvenue à s'échapper de sa cage. Grande comme 3 pouces, elle s'était perchée sur une poutre de hêtre, d'où elle faisait pleuvoir son chant triste sur les créatures attablées. Son charme agissait. Les clients, le tenancier et ses serveurs étaient tous en train de s'endormir sous l'effet de l'hypnose musicale. Un peu plus bas, sur le comptoir, se trouvait la cage acoustique où la fée lyre avait vécu son emprisonnement ces 3 dernières semaines, depuis sa capture par des braconniers à l'orée d'une réserve elfique. Elle avait failli finir comme repas pour un orchoir. Ces créatures raffolaient de son espèce. À l'ouverture de la porte de sa petite prison, elle avait filé entre les mains du client qui l'avait commandé. Elle prononça la dernière parole de son chant et pinça une dernière fois la corde de sa lyre. Le charme était terminé et elle avait le contrôle de toute l'assemblée, plongée dans un silence rêveur.
Elle se demandait comment elle allait parvenir à s'évader de cette cité. Elle s'envola alors, gracieusement, ses petites ailes dispersant une traînée de poussière d'étoiles sur son passage. Tout en virevoltant, elle observa. La plupart des êtres présents dans la taverne étaient rassemblés par espèces. Elle se posa sur la seule table propre, où un drôle de groupe hétéroclite, composé de 4 créatures, était auparavant en train de jouer aux cartes. Pour le moment, ils étaient plongés dans l'immobilité comme le reste de la salle. La fée lyre avait faim. Elle s'approcha d'une assiette, où elle reconnut un bâton de réglisse, seule chose lui paraissant comestible. Alors qu'elle se penchait pour l'attraper, une grosse main s'aplatit sur elle. Instantanément, le charme se brisa et le brouhaha d'ivrogne de taverne reprit. Atkoum regarda sa paume toute tachée de sang et de viscères collés. Il essaya de s'en défaire, en rabattant les fragiles ailes translucides de la fée pour enlever le reste, puis finit par essuyer le cadavre sur son pantalon. Les autres ne s'étaient apparemment rendus compte de rien. Il garda donc cela pour lui, histoire que l'orchoir, qui avait commandé la fée lyre et obtenu une cage vide, ne lui demande pas d'être remboursé. Il n'avait pas spécialement envie de se coltiner un mec 4 fois plus grand que lui, ayant 3 têtes et 22 rangées de crocs verts, bien qu'il fût certain de lui éclater ses gueules, s'il le fallait. Il laissa la créature faire son scandale au tavernier, qui acheta la paix sociale en lui offrant bien vite une seconde fée lyre. Il parcourut la salle du regard, personne ne l'observait. Ça voulait dire qu'il devait être le seul à savoir ce qui était advenu du déjeuner de l'orchoir. Il se félicita d'être né sans la moindre once de sensibilité pour la musique. Certaines personnes avaient l'oreille absolue. Lui n'avait absolument pas l'oreille. Ce qui l'avait handicapé étant donné la culture orale de son peuple, faite de chants, venait de lui sauver la vie. Le charme mélodique de la fée lyre n'avait pu l'atteindre. Il remercia ses parents pour ses mauvais gènes doublés d'une exécrable éducation et regarda son jeu. « Putain !» gueula-t-il. Atkoum ne savait pas parler, uniquement crier. Il était un tégnome, appelé gnome teigneux dans certaines contrées. Son espèce était exclusivement composée de saloperies ambulantes, tout le temps prêtes à râler ou dans leur bon jour à pourrir l'ambiance. Dans leurs mauvais jours, ils se mettaient en rogne pour un rien et devenaient enragés, ce qui était le plus souvent pathétique. En effet, un technome adulte mesurait dans les 2 pieds de haut pour 23 livrées. Ainsi, 8/10 de ses adversaires potentiels dans le monde connu pouvaient tuer un technome enragé en quelques secondes. Cela continue cette partie de cartes, bordel! Et action. C'est nouveau ça? T'as entendu? Ouais, il a dit action. Lumineuse et violente, la nuit perpétuelle qui obscurcissait cette grande ville. Je n'aime pas du tout ce démarrage, alors je vais recommencer. J'étais en train de me dire, tu sais, je vais leur relire 10 fois de suite et puis voir si ça les fait rire. Je suis désolé. En plus, ce qui est pathétique, c'est qu'il me fait rire tout seul. Mais c'est nerveux ça. Mais non. Normal. Non, j'ai plus de nerfs, on les a enlevés. Vas-y, mets-la. Vas-y. T'es sûr? Ouais. Tu vas te relever après? Une petite. Ok. Ouais, mais elle est trop petite.